c'est la fin, je dirais, surtout pour le consommateur de la période fast où on avait beaucoup ou pas grand-chose. Beaucoup de contenu pas cher. Et donc, on va soit se taper de la publicité, soit voir les tarifs s'envoler, soit probablement un peu des deux. Certains observateurs disent qu'on pourrait arriver d'ici quelques années à des tarifs plutôt de l'ordre de 30 € par mois pour voir de façon un peu illimitée, ou alors effectivement ça sera plutôt sur des catalogues qui seront plus spécialisés. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama Pastille Actu que j'ai le plaisir de co-présenter avec Cyril Franck. Cyril, bonjour. Salut François, ravi d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation de cette Pastille Actu. Alors j'ai un vrai plaisir à te retrouver derrière ce micro pour commenter les dernières news de l'univers média. Alors il s'est passé pas mal de choses. Je vais pas faire une grande pastille qui reprend tout l'été, mais plutôt vraiment des news de ces derniers jours qu'on a vu passer et qui ont attiré notre attention. On va parler, je vais faire le sommaire, le menu un peu de cette pastille actu, d'intelligence artificielle, une fois n'est pas coutume, avec Getty, qui lance son modèle d'IA. On va parler donc ça, vraiment très frais, de CMI, Média Daniel Kretinsky, qui revend ses parts à Xavier Niel. On va parler également de streaming, avec Amazon, qui lance à son tour un modèle publicitaire. On va parler de la fin de la grève des scénaristes américains, après quasiment 6 mois de grève. Et puis on va parler aussi d'un événement qui a lieu vendredi dernier, le festival The Audiencers, la première édition à laquelle toi et moi avons participé. Est-ce que tu es prêt pour ce menu, Cyril ? J'en ai bien peur. Alors c'est parti. Alors je disais en première nouvelle, intelligence artificielle. Vous le savez, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. On accompagne d'ailleurs pas mal de médias en ce moment, notamment sur l'IA. Donc on voit bien passer ces news. Et donc là c'est Getty Images, qui est cette banque d'images célèbre, qui lance son propre modèle d'IA, donc un modèle propriétaire entraîné uniquement sur sa banque d'images. Alors pour ce faire, puisque c'est quand même pas mince, il s'associe à Nvidia et donc il lance le produit s'appelle Generative AI by Getty Images, un nouvel outil qui permet donc de créer des images à partir de la bibliothèque. C'est donc de l'IA générative et le point important, sous licence de Getty, évidemment. Avant qu'on entre dans le détail, qu'est-ce que ça t'inspire, Cyril ? Évidemment, c'est une bonne idée de leur part parce que ça leur permet d'exploiter leurs propres données et de ne pas avoir à subir la fermeture régulière des robinets, parce qu'en ce moment, on voit un certain nombre d'éditeurs et d'auteurs qui font le choix de fermer, en fait, de ne pas autoriser les crawlers d'OpenAI et d'autres aller voir leur contenu et récupérer un petit peu l'intelligence qu'il y a derrière. Donc c'est une façon de se protéger et c'est compréhensible, c'est bien parce qu'ils ont une grosse base de données, ils peuvent se le permettre. La question, elle est au cœur d'un certain nombre d'initiatives européennes, notamment de l'Union européenne, du Parlement européen, qui s'est réuni le 14 dernier lors du European AI Act et qui pose notamment cette question des droits d'auteur et de la possibilité de comment on va organiser un petit peu cette régulation autour des droits et de chacun, et notamment avec une obligation, la fameuse article 28 ter, qui précise que les fournisseurs de ces outils devront communiquer les données qu'ils exploitent pour former la machine. Voilà, donc il y a pas mal de choses en chantier, c'est une bonne initiative de leur part, tant mieux s'ils peuvent se le permettre. Pour le reste, toute la question, c'est celle de la répartition d'une valeur qui n'existe pas encore. Exactement, c'est vraiment, et tu le disais, que les éditeurs, les médias
ferment les contenus, eux-mêmes sont en procès avec Stable Diffusion, qui est un autre moteur concurrent de DALL-E, OpenAI, le ouais. moteur d'OpenAI, parce que justement, se sont pas gênés de venir chercher les contenus. Donc ça va être vraiment un peu cette grande guerre au-delà de l'image générée, du copyright qu'il y a derrière, et puis du prix. Avec ce modèle-là, Getty pense pouvoir être moins cher que d'autres entreprises, puisque eux ont leur propre bibliothèque d'images, donc ils seront clean également sur les droits. C'est vraiment le cœur du sujet en ce moment. On sent, c'est savoir est-ce qu'on met ces contenus ou pas, et comment on est capable de rémunérer les contenus dont se sont inspirés les AI, les AI, enfin les intelligences artificielles, pardon, que ce soit sur du texte ou de l'image. Ouais, c'est toute la difficulté, c'est pour pouvoir effectuer cette répartition, il faut savoir comment la machine fonctionne, et on retombe sur les mêmes questionnements qu'il y avait depuis le départ avec Google. C'est celle du brevet, du droit au secret industriel versus le droit à la répartition de la valeur créée. Pour l'instant, il n'y a pas de valeur, mais évidemment, tout le monde s'intéresse à ce qui va devenir de ces outils et de la manière dont ils vont pouvoir être exploités commercialement, quoi. Exactement. Donc voilà, Getty qui lance son modèle, comme d'autres, hein, peu, parce que tu l'as dit, il faut quand même des moyens, mais Adobe l'a fait avec Firefly notamment, également sur sa propre collection d'images pour Creative Suite et Creative Cloud. Donc voilà, Generative AI by Getty Images. Autre news, alors là, on revient de ce côté de l'Atlantique, CMI Media, donc ça c'est une news que j'ai vu passer hier, en l'occurrence 25 septembre, Daniel Kretinsky qui revend ses parts qu'il avait dans le groupe Le Monde à Xavier Niel, qui a priori donc décide de les verser, de les apporter au Fonds pour l'indépendance, ce qui ferait que ce Fonds pour l'indépendance deviendrait le premier actionnaire du groupe Le Monde. Donc ça vient clore un débat démarré il y a quelques années où il était entré au capital sans trop prévenir, sans demander d'accord, et il avait subi une vraie levée de bouclier, je me souviens à l'époque. Voilà, donc ça vient un peu clarifier la situation. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bah oui, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'indépendance de ce groupe-là. D'ailleurs, le directeur de la rédaction et l'ensemble de la direction s'est félicité de cette décision et de la manière dont ça se produit. Ça clarifie effectivement, ça permet d'avoir véritablement une indépendance statutaire beaucoup plus forte. Donc il y a plus de, enfin, c'est pas que Kretinsky soit intervenu, je ne crois pas. Non, alors, justement, il le précise, donc c'est un article du Monde notamment où il s'explique vraiment bien les dessous, qu'il n'est jamais intervenu, évidemment sur l'édito, mais même dans le projet de développement. C'était vraiment pour lui, a priori, alors peut-être parce qu'il y a eu cette levée de bouclier, mais une participation financière, actionnariale uniquement. Oui, on ne sait pas trop ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu effectivement cette levée, peut-être. Enfin bref, je ne préjuge pas de ses intentions initiales, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le titre, pour le groupe qui vraiment sécurise pour le coup son indépendance, et ça montre que c'est quand même compliqué de mettre tous les milliardaires, les fameux milliardaires, méchants milliardaires qui accaparent de plus en plus la presse, comme on l'entend parfois, ne sont pas tous à mettre sur le même plan. Il y a aussi, semble-t-il, certain nombre d'entre eux qui permettent aussi au titre de survivre. Mathieu Pigasse et Xavier Niel en font partie. Je l'ai pas souligné, mais lui aussi apporte ses parts au Fonds pour l'indépendance. Donc c'est un double nouvelle en fait qui vient un peu renforcer l'indépendance du groupe Le Monde. Voilà, c'est plutôt bien. Après, c'est l'exception, j'ai l'impression, Le Monde quand même, parce qu'à la fois ils sont finalement les plus indépendants économiquement, et en même temps parmi les plus indépendants en tout cas statutairement. Donc je dis tant mieux pour eux, et tant mieux pour la presse et la liberté d'informer. Exactement, et comme tu le dis, en fait, les milliardaires, on en parle beaucoup, souvent en mal dans la presse. Moi, je le dis, voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, et il y a des moments de transition, et là, Le Monde a l'honnêteté de reconnaître que sans soutien, il s'en serait pas sorti, ça aurait été une autre histoire, et il remercie d'ailleurs chaleureusement Mathieu Pigasse, notamment, pour tout ce qu'il a apporté dans le développement du Monde. Aujourd'hui, effectivement, c'est une société rentable. Ils annoncent là en septembre 500 000 abonnés numériques. Donc,
évidemment de loin le numéro 1 en France. Donc voilà, je trouvais ça plutôt des signaux positifs et de la part voilà de ces riches actionnaires donc pour le monde et son indépendance. News suivante, on va parler de streaming. Je le disais en préambule dans le menu, Amazon Prime Video qui décide de proposer des publicités. C'est pas le premier. Il y a Netflix ou HBO aux États-Unis qui l'a fait. Et donc là, c'est au tour d'Amazon de proposer un abonnement avec des publicités et un autre premium sans publicité, évidemment plus cher. Le but, comme d'habitude, c'est de dire que ça va permettre d'investir dans d'autres contenus plus pérennes, sur du long terme. Et ça va commencer donc dans le déploiement aux États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Canada au début de l'année 2024. Puis dans un second temps, France, Italie, Espagne, Mexique et Australie, courant année 2024. Est-ce que pour toi c'est un développement logique, c'est la fin des modèles pur premium? Comment tu interprètes ça? Alors oui, ça pose la question du modèle initial, de la pérennité du modèle initial, parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'est pas les seuls à le faire, Netflix, Disney, Netflix, Netflix avait déjà annoncé une hybridation de son modèle avec de la publicité pour pouvoir descendre le prix à moins de 6 euros ou 6 dollars. Je pense que en fait, on arrive un petit peu au bout, en tout cas, du modèle effectivement unique par l'abonnement, par la multiplicité des acteurs. Il y a HBO. C'est la guerre, oui, il faut le rappeler. C'est la guerre du streaming. Le temps où Netflix était seul et en fait c'était le réflexe, tout le monde avait Netflix, c'est fini. Donc il faut des produits d'appel peut-être qui permettent de continuer à l'acquisition de nouveaux abonnés. Et puis il faut bien voir que ça s'inscrit, cette hybridation là du modèle avec la publicité s'inscrit aussi dans une succession de hausses des tarifs qui n'ont cessé d'augmenter depuis 2014. Netflix était à l'époque, je crois, à 11 dollars, 12 dollars, pardon, 12 dollars ou 12 euros en 2014. Il est aujourd'hui à 18 dollars, 18 euros, pardon, pour la version familiale. Et il devrait passer à 20 euros en début d'année prochaine. On est dans une augmentation des prix. Pourquoi ? Parce que ça demande beaucoup d'investissement, qu'il y a beaucoup d'acteurs, que la rentabilité finalement elle est pas énorme. Et il faut pas non plus oublier que Netflix, il a quand même une grosse dette aussi. c'est pas non plus ultra rentable comme activité. On est encore dans la phase de construction, de consolidation, et voilà. Donc c'est la fin, je dirais, plutôt pour le consommateur de la période fast où on avait beaucoup pour pas grand chose. Beaucoup de contenu pas cher. Voilà, c'est la fin des vacances, comme on avait pu le voir d'ailleurs avec la fin du téléchargement gratuit. Ça y est, il faut passer à la caisse. Et donc on va soit se taper de la publicité, soit voir les tarifs s'envoler, soit probablement un peu des deux. Certains observateurs disent qu'on pourrait arriver d'ici quelques années à des tarifs plutôt de l'ordre de 30 euros par mois pour voir de façon un peu illimitée, ou alors effectivement ça sera plutôt sur des catalogues qui seront plus spécialisés. Il y a cette option qui peut s'offrir aussi, avec une forme de segmentation du marché sur des catalogues plus réduits. Voilà, parce qu'il faut la question aussi, c'est celle des droits qu'on doit rétribuer pour chaque production. Donc Netflix produisent beaucoup, ça leur coûte énormément, mais c'est pas le cas forcément de tout le monde. Disney aussi, mais c'est pas forcément le cas des autres diffuseurs. Et donc c'est aussi le coût des droits qui augmente du coup forcément la note au final pour l'abonné. Mais ouais, les plateformes spécialisées, j'ai vu passer là donc la Cinétech, qui est une plateforme française de vidéo à la demande dédiée aux films classiques, c'est un exemple parmi d'autres. Exactement. Mais voilà, après si tu dois additionner tous ces abonnements pour faire plaisir à toute la famille, ça va vite coûter cher. On va revenir toujours à ces problèmes un peu de fatigue de l'abonnement, et puis on pourra pas tout prendre, quoi. Donc non, tout à fait, mais il y a cette stratégie. En fait, on observe le même type de réflexion avec Spotify, avec le streaming audio. Et puis récemment avec la presse, Blendle et iPay, la stratégie caféine, etc. C'est à un moment donné, plutôt que d'avoir l'illimité, il faudra probablement plutôt passer par une sorte de bundle.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui te plaît toi le plus dans ce que tu regardes? Est-ce que c'est plutôt les séries? Est-ce que c'est plutôt tel type de série? Est-ce que c'est plutôt tel type de documentaire? Ou est-ce que c'est les films d'action, et cetera? Je pense qu'on va entrer dans une ère, peut-être pas tout de suite, mais où l'illimité, il faudra peut-être y renoncer pour se concentrer. Et d'ailleurs, l'illimité, en fait, c'est un peu C'est une illusion, hein. c'est une illusion. Parce que la réalité, Ouais, c'est ouais, qu'on bien regarde sûr. toujours les mêmes choses. On a Ouais, une potentialité d'illimité dont on se sert très peu. La réalité, elle est plutôt là. ouais. Donc ça va plutôt forcer, et peut-être que d'ailleurs l'intelligence artificielle va nous aider à mieux saisir ce que vraiment on regarde, et à donc se concentrer sur des choses qui sont plus réduites en volume, mais plus affinitaires. Donc voilà, je pense que c'est plutôt vers ça qu'on s'oriente d'ici quelques années. Très clair. Écoute, donc voilà pour en tout cas Amazon. On parlait de Netflix, petit clin d'œil. Aux États-Unis, Netflix qui met fin à son service historique de location de DVD par correspondance. Puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, mais à mon avis, vous écoutez Mediarama, vous le savez, on a déjà dû évoquer cette anecdote. Netflix s'est lancé sur, au départ, c'était un produit d'abonnement. On s'abonnait et on recevait des DVD par correspondance. Et c'est seulement, en fait, voilà, quand ils ont vu qu'avec Internet, on pouvait avoir un backup et pouvoir regarder le DVD sur Internet, qu'ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire, ce qui était plutôt malin. Et donc, cette activité de DVD cesse. Voilà, donc je sais pas si tu te verses une larme ou si ça te... À chaque fois que je vois passer vois mourir un vieil acteur, ça me fait une petite larme quand même. Voilà, bah Je vis, c'est un peu ça, le DVD qui est plutôt sur la fin. On reste aux États-Unis, tu parlais d'IA et on va y être quelque part aussi. Les scénaristes américains et les studios auraient trouvé un accord. Alors c'est tout récent, ça s'est passé 7 nuits après. Je disais 6 mois, j'exagère un petit peu, mais à peine 146 jours de lutte acharnée, de négociations âpres. Et ils ont le don quand même, les scénaristes, ils peuvent bloquer quand même tout peut-être pas bloquer tout le pays, mais bloquer en tout cas toute la culture et ça pèse. Donc une grève historique des scénaristes américains. Alors d'abord, avant d'expliquer peut-être ce qu'ils demandaient, parce que voilà, je sais que moi il y avait un sujet sur l'IA, mais je suis allé un peu creuser. Donc ce n'était pas que ça. Il y avait une meilleure rémunération des scénaristes, donc ça classique. Et non, tous les scénaristes américains ne sont pas des stars d'Hollywood multimillionnaires. Il y en a aussi qui galèrent et donc ils se battent un peu pour cela. L'obtention de revenus résiduels indexés sur les audiences des services de streaming, c'est-à-dire qu'être payé à chaque rediffusion d'un contenu sur lequel un scénariste a travaillé, ça me paraît normal, mais a priori c'était pas le cas. La Et mise en place ça va alourdir d'ailleurs encore exactement, pour voilà, rebondir sur la news précédente, exactement. ça va forcément alourdir Les coûts. les droits de ces séries, puisqu'il faut aussi, il y a une nouvelle chaîne en fait de valeur et qu'il faut repayer de monde. Évidemment, ça va pas faire les affaires des services de streaming. Mise en place d'effectifs minimum dans les salles d'écriture, bon ça, ok. Et donc le point qui avait retenu l'attention du public et qui était un peu au cœur, c'est l'instauration de garde-fous officiels contre l'intelligence artificielle, avec cette crainte qui est juste, hein, on n'est pas dans de la dystopie, on est dans le réel, de se voir cloner voix, images par de l'IA, et donc de perdre son boulot quelque part ou une partie de ses revenus parce qu'on aura pu être cloné. Et donc cette grève après 146 jours, a priori ils auront trouvé un accord cette nuit. Qu'est-ce que ça t'inspire, peut-être sur le côté qui nous intéresse, ce clonage de voix, d'images, etc. Alors ça me fait penser à un épisode de Black Mirror, la dernière saison. Je sais pas si tu l'as regardé sur Netflix notamment. C'est l'épisode de John is Awful, un truc assez rigolo. C'est peut-être un des meilleurs. Mais donc il y a dans l'épisode, sans rien divulgacher, il y a toute une partie d'acteurs qui sont clonés et qui sont générés par une IA. Donc c'est des choses qui sont là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est du futur. Ils ont raison de se battre. C'est encore possible. Alors évidemment qu'ils ont raison de se battre, et ils ont la chance d'être bien organisés, contrairement à... Ouais, il y a une guilde très forte là-bas. Ouais, tout à fait. Ils sont très organisés, et chez nous, on n'a pas du tout l'équivalent, ni chez les auteurs, ni chez les de l'édition, et encore moins des scénaristes. Mais alors, quelle est la part plutôt ils prendront la question
plus ils auront de chances de ne pas être les dindons de la farce. Donc je pense qu'ils ont raison. Après, on ne sait pas pour l'instant encore, il n'y a pas de valeur qui est créée. Ça reste encore beaucoup de et c'est en train de se structurer. On le voit au niveau juridique, alors surtout du côté européen pour l'instant, mais je ne doute pas que du côté américain ça s'organise également. Pour qu'on essaye de faire en sorte. Alors, il y a deux choses. Il y a le droit commercial, la répartition de la valeur, et puis il y a le droit plus à l'image, le droit d'auteur, le droit d'auteur imprescriptible, celui qui consiste à respecter son œuvre. Donc, il y a ces deux aspects, je pense. Alors, sans entrer dans le détail, je suis pas allé comme toi creuser quels étaient les garde-fous qui les inquiétaient, mais sur lesquels ils se sont battus. Mais je pense qu'il doit y avoir ces deux aspects-là, à la fois commercial, droit d'auteur, et aussi droit au respect de son œuvre, ce qui est peut-être pour certains auteurs plus important finalement que la simple rétribution, en tout cas pour ceux qui sont les mieux payés déjà. Et effectivement, la question des droits purement commerciaux de l'exploitation de leur création, si effectivement une IA est capable de générer artificiellement des scénarios corrects. Alors encore que moi, j'en doute un peu, mais bon, pour avoir testé l'outil, je vois ce qu'on peut en faire, et c'est déjà assez impressionnant. Mais pour aller créer cette originalité, voilà, je pense que c'est plutôt une interaction homme-machine, et je vois pas tellement aujourd'hui. Mais peut-être que demain, ils ont raison. Il n'est pas interdit de penser qu'avec l'amélioration des technologies, des algorithmes, et justement l'enrichissement avec leur propre contenu, il puisse y avoir des aspects plus entre guillemets créatifs ou aléatoires qui permettent d'aller chercher, de leur faire une concurrence réelle. Exactement. C'est pas interdit de le penser, en tout cas. Eh ben non, et on a le droit tout à fait. Et on suivra ça parce que je trouve ça hyper intéressant intellectuellement de suivre ça, de voir comment la législation va pouvoir aider, jusqu'où ça pourra aller, et comment tu pourras, sur ta voix, sur ton image, etc., protéger tout ça. Je trouve ça assez passionnant, en tout cas, de suivre. Donc, fin de cette grève aux États-Unis. Tant mieux, toute la machine, la culture production va pouvoir reprendre aux États-Unis. C'était pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, c'était aussi en Angleterre. Il y a beaucoup d'acteurs de premier plan qui supportaient cette grève, d'où quelque part le succès. Mais on n'a pas encore les détails du deal qui est tombé qui est cette nuit, justement à ces fameux garde-fous. Donc quand je les aurai, écoute, on aura l'occasion de réévoquer ça dans une future pastille. Dernière news justement de ce menu du jour. Donc comme je le disais, vendredi dernier avait lieu la première édition du festival The Audiencers, organisé par Pool, dans le super amphithéâtre des Échos le Parisien. C'est toujours un vrai plaisir. Tu y as assisté. Tu as posé beaucoup de questions, je sais. Semble-t-il. On t'en parle un peu plus longuement, je pense, dans l'édition de cette semaine de la newsletter Mediarama. D'ailleurs, je vous invite à vous y inscrire si vous n'êtes pas inscrit à cette super newsletter. Allez-y tout de suite, mettez pause là sur le podcast et puis allez vous y inscrire. Est-ce que tu peux en 2-3 takeaways comme ça, des points que tu as retenus importants, et peut-être qu'il nous donnerait oui, il y a beaucoup de choses, hein. Ça a duré toute la journée. Il y a eu 6 ateliers, 6 tables rondes, je crois. Donc vraiment très très riche. Ce que moi j'ai retenu, ce que je trouvais vraiment particulièrement intéressant, c'est cette réflexion autour de la collaboration entre les métiers. C'est quelque chose que moi j'évoque souvent lors des formations, et collaboration notamment entre l'édito, le marketing et le produit. C'était assez drôle d'ailleurs, je crois l'atelier la table ronde était intitulée Faites l'amour pas la guerre. Je trouve ça assez rigolo, et effectivement c'est ça. Comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble, et là-dessus il y avait quelques insights intéressants, notamment le fait d'aligner les objectifs de tous sur un même objectif qui est plus facile depuis que l'abonnement est devenu l'objectif principal, et non plus les revenus versus l'audience, etc. Il peut y avoir des dissensions fortes au sein des groupes médias liées à ces objectifs dissonants entre les différentes équipes. Et là, pour le coup, ça facilite. Après, il y a de bonnes idées aussi, c'est de préciser vraiment de façon assez claire les prérogatives de chaque service. Par exemple, entre produit et marketing, qu'est-ce qui s'occupe de définir le parcours client? Est-ce que c'est le marketing ou est-ce que c'est le produit? Donc ça se décide en amont. Est-ce que la connaissance de l'utilisateur est différente de la connaissance du client? Donc c'est pas les mêmes équipes qui s'en chargent. L'une est dédiée au marketing, l'autre est plutôt dédiée au produit.
Voilà, qu'est-ce qui permet de mieux collaborer? C'est aussi de comprendre le fonctionnement d'autrui, du service d'à côté, et ça, c'est intéressant parce qu'au Figaro, Laurent Supply expliquait qu'il y avait des immersions un peu dans Vie ma vie au sein de mon équipe pour mieux comprendre les problématiques, le fonctionnement, C'est l'organisation. Et hyper donc bien ça. ça, c'est hyper bien C'est hyper parce que intéressant. Ouais, bah ouais. ça permet vraiment d'entrer, comme on dit en management, dans le prisme de l'autre, d'apaiser un peu aussi derrière les exigences, les tensions, parce qu'on comprend mieux comment ça fonctionne, que oui, l'UX, c'est important, on a besoin de ça parce que derrière, on voit bien que les chiffres s'écroulent, et donc la rétention est pas bonne, et donc derrière, c'est les objectifs de tout le monde qui sont pénalisés, etc. Donc c'est intéressant. Donc le premier atelier, vraiment, enfin la première table ronde était vraiment très intéressante, et avec la notion de participation croisée aussi. Souvent, on a parlé du fameux la muraille de Chine entre l'édito et le marketing, et c'était plutôt une Ouais. bonne chose dans le sens où ça protégeait des pressions. L'indépendance éditoriale. Voilà, on en parlait surtout entre la régie et l'édito, mais ça a toujours été plus ou moins le cas. Les rédactions sont toujours très vraiment soucieuses de leur indépendance et de leur autonomie, et ne pas être influencées par le marketing ou le commerce. Et là, on voit bien qu'avec cette quête d'abonnés, on a besoin de beaucoup plus d'interaction. On a besoin de beaucoup plus d'interaction, notamment comprendre ce que veut vraiment l'abonné, comment il se comporte, par quelle page il va, sur quelle page il va, qu'est-ce qu'il en attend. Et donc, il y a une collaboration qui doit être plus fructueuse, plus forte, avec l'intégration d'une personne de marketing, mais sur des temporalités différentes. C'est-à-dire que, évidemment, il ne s'agit pas de dire voilà ce que les gens aiment et donc voilà ce qu'il faut leur servir. Mais en revanche, de donner des indicateurs a posteriori sur, il y a peut-être des tendances qui seraient intéressantes de suivre. Il y a aussi une autre manière d'exploiter cette collaboration, c'est dans les opérations purement marketing, de rebondir sur une actualité éditoriale qui a pu avoir lieu, un gros dossier qu'on a publié, et de pouvoir s'en servir comme d'un fer de lance pour promouvoir l'abonnement. Donc dans les deux sens, c'est intéressant d'avoir des passerelles. Et pourquoi pas même, moi je vais jusqu'à dire même un calendrier édito partagé. Partagé, ça ne veut pas dire qu'on va devoir dépendre, mais on informe pour information. Voilà ce que nous on va faire. Ouais, pour aider les rebonds, pour donner Exactement. des idées, etc. Trouver d'un Exactement, côté ça comme de l'autre. je l'ai expérimenté à l'époque où je travaillais pour AOL. J'ai jamais subi de pression de la part des équipes commerciales, mais par contre je leur disais voilà sur quoi on va travailler, et ce qui leur permettait de vendre en amont différentes choses, des opérations spéciales, voir aller démarcher des annonceurs, etc. Donc je n'y trouve que des avantages pour la pérennité du groupe, pour le fonctionnement et pour la bonne entente globale, quoi. Ouais. Et donc pour la croissance et les bonnes opérations, etc. Donc il n'y a que des vertus. Voilà, c'est ça, il y a que des vertus. Ça, c'était un des trucs qui m'a vraiment marqué. Et puis, bien sûr, tas de bonnes pratiques sur comment améliorer l'efficacité de son paywall, avec le fait de tester des messages, de leur laisser suffisamment de temps, entre 5 Ouais, à de 6 laisser du semaines. temps. Voilà, vérifier les taux de clics, être en résonance avec l'actu, on vient de le dire. Et puis peut-être un petit doute sur les offres à 1 € qui certes boostent les recrutements, mais quid de la rétention? Voilà, donc Ouais, ça c'est le gros sujet. avec la Et, nécessité de s'intéresser plus à la lifetime value plutôt qu'au nombre d'abonnés qui lui peut fluctuer, et donc qui n'est pas forcément très très déterminant représentatif de voilà, la c'est ça. valeur non plus. Exactement. Ni de la valeur de ton abonné, ni la valeur de ton abonnement et de ton média. Bref, plein de takeaways, vous en retrouverez plein. Alors Ouais. voilà, donc c'est parce que c'était très intéressant et on attend l'édition numéro 2. Pour info, donc moi j'ai animé une table ronde sur la monétisation des contenus et que j'ai eu le privilège de pouvoir repasser sur Mediarama, donc vous pourrez entendre une des tables rondes. Pour le reste, il fallait y être. C'était à guichet fermé. Je crois qu'il y avait vraiment genre 2 ou 3 fois plus de demandes que de places disponibles, donc un vrai succès. Bravo à l'équipe de Pool. Et donc, comme je le disais, le reste, vous pourrez le retrouver dans la newsletter de Mediarama qui sera envoyée demain. Cyril, merci pour ton temps, merci pour ces éclairages sur toutes ces Merci à news toi. de la Galaxy Media. Merci beaucoup à toi, et puis vraiment bientôt. Eh ben oui, on l'espère en tout cas. Et ça s'arrête jamais, il y a toujours des news, donc on aura toujours des trucs à dire, t'inquiète. On n'hésitera pas. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette pastille actu. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Salut à tous.
Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.